amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Décryptage qui plonge dans l'actualité politique béninoise. Dans un contexte marqué par les tensions avec le Niger, les tensions partisanes et les préparatifs pour les élections générales de 2026, nous recevons pour vous Armand Afosogbe, une figure clé du Bloc républicain. Il est membre du bureau politique de ce parti. Il est leader de la 23e circonscription électorale. Il est avec nous pour débattre de ces différents sujets qui vont nous plonger à aller vers le Niger, à aller au niveau du PRD avec cette guerre de logo qui se passe avec l'UPR. En dehors de ça, nous allons revenir sur la santé du BR et aussi parler du président qui a fait une annonce il y a quelques jours. Monsieur Armand Afosogbe, merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi, bonjour monsieur le journaliste. Avec vous, comme je l'ai dit, nous allons aborder ces différents sujets et sans plus tarder, nous allons commencer par ce sujet brûlant. Bon, je dirais brûlant puisque ça concerne l'actualité du côté du Niger, la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Comment avez-vous jugé cette sortie du président Tiani qui persiste à fermer cette frontière Bénin-Niger? Bon, entre autres, il faut d'abord notifier que le Niger et le Bénin, c'est deux peuples qui se confondent. C'est vous, quand vous êtes à Malanville, quand vous êtes dans un certain nombre de régions au Bénin, c'est tout comme si vous êtes au Niger. Ah oui. Et quand vous êtes au Niger, vous êtes dans un certain nombre de régions, Gaïa, au Niger, le Gaïa, tout ça, vous croyez que vous êtes au Bénin. Donc, c'est deux peuples frères. Nous sommes un peu déçus par rapport à la situation qui prévaut de la frontière. dans ces deux pays, pour ces deux pays. Et le Bénin a été toujours ouvert. Le Bénin a été toujours ouvert, mais on a vu que les autorités du Niger, ils ont leur projet de société, le Bénin. Et comme l'a dit le feu général Mathieu Kérékou aux journalistes, si c'est le général Tiani prend le Bénin comme son projet de société, et c'est chaque fois il va raconter de ces énormités, je dis énormités parce que rien n'est vrai de ce qu'il dit. Ces Vous allégations. voyez? Et personne ne peut donner de leçons au Bénin par rapport aux partenaires qui doit choisir. Nous sommes dans un pays souverain. Eux, ils ont choisi le partenaire russe. Ils sont avec les Russes. Le Bénin est avec les Français. Mais cela ne veut pas dire que c'est à eux de nous dire l'orientation que le Bénin doit avoir par rapport au partenariat X ou grec dans un pays. Donc, moi, je dis simplement que aujourd'hui, j'ai compris que les autorités du Niger prennent le Bénin comme leur projet de société et ils attaquent le Bénin en inventant des choses juste pour se faire plaire à leur population, alors que la population du Niger est mûre et ils ont vu tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas sans arrêt. On a aussi des frères du Bénin là-bas. On a des informations. Le Niger aujourd'hui souffre plus que le Bénin par rapport à la fermeture de cette frontière. C'est vrai, c'est le moment de compatir un peu à la douleur de nos commerçants béninois qui empruntent le corridor pour aller au Niger, pour faire leur commerce. Donc, au-delà de tout, nous avons aussi des Béninois qui en souffrent. Mais le Niger en souffre plus que nous. Ils en souffrent plus que nous. Parce que quand vous regardez le port béninois, les dépenses qu'on effectue quand tu fais un voyage avec un titan ou bien avec des bagages en direction du Niger, aujourd'hui, il paraît qu'avec 1 million, 1,5 million, 1,8 million, c'est que tu fais ces voyages. Alors, aujourd'hui, ils passent par Lomé, ils passent par le Burkina et ils viennent au Niger. Et ils sont à près de 3 millions, 4 millions. Donc, qui souffre plus sur qui? Sans compter l'insécurité. Sans compter l'insécurité, parce qu'il paraît qu'il y a des endroits, quand on quitte le Togo, pour le Burkina, il y a des endroits un peu sensibles où les djihadistes sont là à les dépouiller aussi. Donc, c'est eux qui en souffrent. Et nous, le Bénin est ouvert. Nous sommes le chef de l'État, le président Patrice Talon, a montré maintes fois qu'il est disponible pour les négociations. Et les autorités du Niger sont venues au Bénin. Le ministre des Affaires étrangères est sorti plusieurs fois au créneau pour expliquer que ce qu'on reproche au Bénin n'en est pas un.
Donc, on n'a pas des militaires français ici qui veulent déstabiliser le Niger. On n'a pas des terroristes au Bénin qui veulent. Au contraire, c'est eux qui ont déporté le terrorisme au Bénin. Comment ça? Nous n'avons pas. Non, le Bénin, depuis fort longtemps, on n'a pas connu l'histoire du terrorisme. Mais quand vous regardez le nord du Niger, les Touaregs qui transitent par le nord du Niger et qui arrivent en Libye et qui ont fait la guerre, Libye, tout ça, c'est ceux-là aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps dans nos frontières du Bénin. C'est eux qui tuent les militaires béninois. Donc, je peux dire que c'est une situation un peu complexe et à chaque fois, le gouvernement béninois s'est montré ouvert quand même pour que la situation soit résolue. Mais bon, on a compris qu'il y a un jeu politique. Le général Tiani, l'actuel président du putsch, de la junte du Niger, utilise le Bénin comme un carnaval pour se faire plaisir aux Nigériens. Donc, tant mieux aussi, ça là peut lui faire quelque chose. Nous, on ne dira plus rien, mais ce n'est même pas un sujet sur lequel on va trop rester parce que le Bénin a montré tout ce qu'il faut déjà pour montrer que son pays voisin, qu'est le Niger, nous sommes deux peuples qui ont des choses en commun. Nous sommes deux peuples qui ont des histoires par le passé. Nous avons des partenariats et qu'on n'a jamais eu de problème. Donc le problème aujourd'hui, c'est eux qui ont des problèmes. Et ils veulent utiliser le Bénin comme un échappatoire. Donc nous prenons hâte. Monsieur Ama Fazogui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette médiation menée par les anciens présidents de la République qui sont allés au Niger et qui sont revenus ici, mais jusque-là, silence radio ou bien on ne voit rien sur le terrain? Oui, c'est toujours la mauvaise volonté du Niger parce que quand les deux anciens présidents du Bénin, l'ancien président Thomas Boni-Yayi et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, ils sont allés, ils ont été reçus par les autorités du Nigeria, du Niger plutôt. Ils ont été reçus par le général Tiani avec le ministre de l'Intérieur et d'autres autorités. Et ce qui s'était prévu, c'est que les autorités du Niger viennent au Bénin quand même auditer ou bien visiter les zones dont ils soupçonnent que nous avons des militaires français ou bien la base française était installée quand même pour les déstabiliser. Mais on les attend jusque-là. Le Bénin reste ouvert. Même s'ils veulent demain, le Bénin reste ouvert. Mais jusque-là, depuis cette médiation, l'autorité du Niger venue au Bénin quand même explorer quand même ce qu'ils nous reprochaient en disant qu'on a recruté, on a accepté que l'installation d'une base militaire de la France. Donc, quand vous suivez le feuilleton, la mauvaise volonté vient du Niger. Parce que les deux anciens présidents du Bénin sont allés voir les autorités du Niger pour dire, OK, notre pays est ouvert, venez auditer, venez explorer quand même, venez regarder si nous avons quand même une base militaire française qui veut vous déstabiliser. Mais ils ne sont jamais arrivés. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas vrai. Ils savent qu'ils font du dilatoire pour faire plaisir à leur peuple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les Nigériens ne sont pas d'accord du putsch. Et la misère, les difficultés aujourd'hui de la population nigérienne, ça fait que les voix se lèvent déjà. Nous avons beaucoup d'influenceurs qui montent au créneau. Nous suivons de près ce qui se passe là-bas. Et les Béninois sont aussi là-bas. Nous questionnons un peu et par rapport à l'actualité du Niger. Donc, les gens ne sont plus d'accord aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que quand ça arrive, chaque fois, le général a un bon stratège militaire, il monte au créneau pour maintenant enfoncer le Bénin, pour mettre le Bénin dans son schéma. Donc, nous les attendons. Le Bénin est très ouvert. Nous sommes un pays voisin au Niger. Et les autorités béninoises, ils sont clairs là-dessus. Ils sont ouverts. On peut recevoir une délégation du Niger pour quand même pour checker un peu les zones frontalières que nous avons avec eux, pour voir si réellement
nous avons une base militaire française. D'accord, monsieur, cher invité. Nous allons quitter le Niger pour revenir totalement au Bénin avec cette guerre de logo ou bien guerre de courrier, je dirais, au niveau de l'UPR. Vous qui êtes du côté du BR et vous êtes aussi mouvancier, comment vivez-vous cette situation? Dans une certaine mesure, je peux dire que peut-être que vous, ça vous réjouit parce que vous voyez au moins quelqu'un ou bien un opposant, non pas un opposant, un concurrent qui est en difficulté. Est-ce que ça vous réjouit? Non, est-ce que le débat, c'est que ça nous réjouit? Non, c'est pas, le débat n'est pas là. C'est vrai qu'à l'entame de votre question, vous avez dit que moi, je suis BR. Oui. Je ne suis pas UPR. Oui. Je ne suis pas UP ni UPR. Oui. Parce que on a du mal à comprendre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un parti qui s'appelle UP ou bien UPR? Donc, ni PRD. Donc, moi, je vais un peu faire un rétrospect sur l'avènement de la réforme du système partisan. En tant que coordonnateur du Bloc républicain à Bomé, membre du bureau politique national du Bloc républicain, et en tant que un membre d'un ex-parti politique. Vous savez, moi, j'étais à l'avènement de la réforme du système partisan. Moi, j'appartenais à un parti qu'on appelle l'Alliance d'un Bénin triomphant. Et les textes et les lois nous ont autorisés quand même à aller faire un congrès de dissolution et des attributs de nos partis. Ce que mon ex-parti, l'Alliance ABT, l'Alliance d'un Bénin triomphant, est allé faire au lycée Mathieu Bouquet. Nous avons fait là, nous avons fait un congrès extraordinaire. Et il y avait eu des congressistes, dans tout le Bénin qui étaient arrivés. Et nous avons fait des travaux en commission, nous avons réétudié les textes, on a fait des amendements. Et à la fin, nous avons tué le parti, l'Alliance de Bénin triomphant. Nous avons tué le logo du parti. Nous avons tué le nom. C'est la base même de la réforme du système partisan. Donc là, quand je vais revenir sur votre question, est-ce que le mariage entre le PRD et l'UP s'est passé comme ça? Moi, c'est une question que je me pose. Si le mariage ne s'est pas passé comme ça veut dire que quelqu'un a piégé quelqu'un. Et aujourd'hui, nous voyons la guerre des attributs, la guerre d'abord du nom l'UPR, la guerre du nom PRD, la guerre de l'arc-en-ciel, la guerre du baobab. C'est pas guerre. La réforme du système partisan a évolué. Nous sommes en train de faire bientôt 5-6 ans dans cette réforme. Et on ne devait peut-être plus à ce niveau-là. Et c'est là où nous, au BR, nous sommes fiers de dire le vrai parti issu de la réforme du système partisan, c'est le parti Bloc républicain. Parce qu'il n'y a aucun parti qui a adhéré au BR qui n'a pas respecté le principe d'aller faire un congrès de dissolution de son parti, d'aller faire un congrès pour tuer son logo, d'aller faire un congrès pour tuer le sigle, le nom de son parti politique. Et nous, tous les partis politiques issus aujourd'hui au Bloc républicain et les ex-partis politiques issus du BR aujourd'hui ont fait ce cheminement. Donc, vous n'allez jamais voir le Bloc républicain aujourd'hui, quelqu'un se lever pour dire « Moi, je quitte le BR avec mon attribut ». Ce n'est pas possible. C'est aucun parti aujourd'hui, aucun ex-parti aujourd'hui n'est au BR et qui peuvent se lever et dire « Je fais le retrait, je prends mon attribut, je prends mon logo, je prends le nom de mon parti et puis je prends tous les attributs de mon parti ». Ce n'est pas possible. Donc, si ça se passe là-bas, je dis qu'il y a un problème. Et le problème qu'il y a, ce n'est pas à moi de le dire. Ce problème concerne le PRD et l'UP. Okay. Maintenant, est-ce que si on prend cette décision de la Cour constitutionnelle par rapport à l'attribution des sièges des chefs quartiers et chefs de village que le parti Les Démocrates avait déposé, il y avait un recours du parti Les Démocrates et la Cour a donné raison à l'UPR. Donc, du moment où la Cour donne raison à l'UPR, ça veut dire que le PRD ne saurait plus exister. Non, mais la Cour devait donner raison à l'UPR parce que les élections municipales de 2020, il n'y avait pas l'UPR, c'est l'UP. Oui. Donc, c'est l'UP qui a compétit. C'est l'UP qui est allé aux élections municipales et c'est l'UP qui a
qui a décortiqué ces sièges des chefs quartiers. Hein? Donc, ce n'est pas le PRD qui est venu et qui est devenu avec l'UPR. Donc, si les démocrates s'ils écrivent à la Cour constitutionnelle pour dire que actuellement, ce n'est pas l'UPR qui a donné. Non, c'est l'UP. L'UP, c'est un parti politique et qui est allé faire fusion avec le PRD. Et ce n'est pas parce que je fais fusion avec un parti politique que je perds les élus que j'ai, ou bien je perds les substances de mes fruits à une élection. Donc, c'est normal que la Cour constitutionnelle recadre les démocrates en disant non, c'est l'UP qui a eu les délégués et non l'UPR. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'UPR n'est jamais allé à une élection communale et donc, ils n'ont aucun délégué. Le PRD, en faisant de fusion avec l'UP, ils ont aussi des élus. Donc, parce qu'ils ont fait de fusion avec l'UP, les démocrates vont dire, OK, parce qu'ils étaient PRD et avec des élus, mais maintenant, comme ils ont fait de fusion, donc ces élus perdent leur attribut. Non, ça c'est de l'amalgame. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat de jeux, de petits jeux. J'appelle ça petits jeux. Il faut que les démocrates animent la vie politique sur le terrain pour pouvoir quand même essayer de respecter le code électoral que de rentrer dans des amalgames. On va toujours rester avec les démocrates pour revenir à leur proposition de loi d'amnistie. Pourquoi du côté de la mouvance, ça ne passe pas, cette proposition de loi d'amnistie? Bon, vous savez, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et au Bénin, personne n'est content que son prochain soit en prison. Autant le professeur Joël Yvon est béninois, il est un frère à moi. Autant la grande sœur Rekiad Magoudou, elle est béninoise, elle est une grande sœur à moi. Donc, personne n'est gai de les voir en prison. Mais ce n'est pas la mouvance présidentielle qui les a arrêtés. Ce n'est pas le président de la République qui a arrêté cela, contrairement à ce que les gens disent. Mais c'est la justice béninoise qui a arrêté ces deux personnes. Et chaque arrestation, quand vous prenez l'arrestation de Joël Yvon, ça a été bien dit, c'est le blanchiment d'argent et des capitaux. On verra toujours que c'est le régime. Quand vous voyez l'arrestation de la grande sœur Rekiad Madougou, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, avec des preuves. Il y a des messages, il y a des audios, des gens ont fait des aveux. Donc, c'est la justice béninoise qui ont des problèmes avec ceux-là. Maintenant, je reviens par rapport à la loi de l'amnistie. Vous savez, il y a une manière de demander les choses. Eux, ils savent qu'ils vont introduire une loi d'amnistie et qu'ils veulent un certain nombre de députés. Et ils sont conscients qu'ils n'ont pas la majorité absolue pour que cette loi passe. Mais quand on a amené des lois au Parlement, et eux, ils ne réfléchissent même la loi qui consiste à payer leur salaire. Les voitures qu'ils conduisent aujourd'hui, ils sont députés, ils se disent députés là. La loi qui a amené, la loi de finances, qui a amené toutes ces choses à eux là, est-ce qu'ils ont voté? Mais ils se disent que... Non, est-ce qu'ils ont voté cette loi? Le débat est là, mais maintenant, moi, la mouvance présidentielle reste ouverte. Mais avec 28 députés qui votent ou pas, c'est que ça passera quand même. Non, nous sommes ouverts pour les négociations et ils savent le pas qu'ils doivent faire. Ils savent comment ils vont procéder. Et moi, j'ai tendance à dire que les démocrates ne veulent pas la sortie de Rekiad Magougou et de Joël Yvon. Parce que s'ils sortent là, ils n'auront plus un argument aujourd'hui devant le peuple béninois. Parce que c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils chantent toutes les fois. Les exilés politiques, les trucs, ça. Ils n'auront plus un argument. Vous n'avez jamais vu les démocrates venir sur un débat et parler de leurs projets de société, et parler de la devise qui les caractérise, et parler de comment ils sont en train d'aller sur le terrain pour maximiser au maximum l'électorat pour respecter le nouveau code électoral. Si vous les recevez sur des chaînes de télévision, ils vont vous dire le code électoral, il faut, tout comme si le code électoral c'est fait pour eux. Le même code électoral, c'est ça qui est fait aussi pour le plan républicain et pour l'UP ou l'UPR. C'est ça qui est fait pour les FCB, pour tous les partis politiques enregistrés actuellement au Bénin. Donc, eux, il
a des manières qui doivent faire quand même pour avoir l'assentiment des députés de la mouvance présidentielle pour que cette loi passe. Mais leur manière est bancale. Ça ne répond même pas à un respect des principes démocratiques. Maintenant, qu'est-ce qu'au niveau de la mouvance, vous proposez dans ce sens-là? Est-ce que c'est nous qui allons proposer? Oui, bien, puisque c'est vous qui faites le poids au niveau du Parlement. Même, ce n'est pas parce que nous faisons le poids que nous allons faire des propositions contre les lois de la République. Mais les gens vous diront, si peut-être vous relâchez les deux, ils pourront ratisser l'âge plus que vous. Oh non, écoutez, le débat n'est pas ratisser l'âge. Nous menons un débat qui n'est pas politique. Oui. L'arrestation de Joël Aïvo et de Rekiat Madougou est purement judiciaire, ce n'est pas de la politique. Les accusations, la justice béninoise n'a jamais dit que c'est pour des raisons politiques qu'ils ont été arrêtés. Non, ce n'est pas possible. Donc ne mélangeons pas dans la politique. Laissez les démocrates qui utilisent l'arrestation de ces frères-là comme un projet de société de leur parti politique. Nous, au Blanc républicain, ce n'est pas un projet de société. Nous, au Blanc républicain, c'est comment aller sur le terrain, ratisser l'âge et convaincre des électeurs sur le principe républicain pour aller aux élections en 2025. Parce que nous sommes conscients, contrairement à ce que les gens disent, nous sommes conscients que le nouveau code électoral il nous met la pression. Il nous met la pression d'être un parti politique national. Il nous met la pression d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Donc, nous n'est pas là pour distraire le peuple béninois. Et le peuple béninois a été tout le temps distrait par les démocrates. C'est ce qu'ils ont dit pour avoir 28 députés. Si vous nous votez, nous allons sortir Rekiat Madougou, nous allons sortir Joël Aïvo. Tout comme si le parti des démocrates, c'est eux qui sont la justice béninoise aujourd'hui. Lui, il est au-dessus de la loi. Oui, en fait, donc, nous devons respecter les lois de la République. Oui, mais ce que la loi leur permet, c'est des propositions de loi. Et c'est ça qu'ils vont faire, malheureusement. Mais personne n'a refusé les propositions de loi. Oui, et c'est comment ils vont. C'est la manière de négocier avec la mouvance présidentielle qui pose problème. Je reviens toujours sur ma question. Et c'est pour ça que j'ai dit que, est-ce qu'ils ont envie que ces deux frères béninois, que ce soit la sœur Rekiat Madougou ou bien Joël Aïvo sortent? Moi, je ne trouve pas cette impression-là d'eux. Bon, vous, en tant que membre du BR, quel est le remède que vous proposez à ces démocrates-là afin que leur proposition puisse passer peut-être? Non, ce n'est pas à moi, en tant que militant du Bloc républicain, ce n'est pas à moi de faire une proposition. Bon, vous parlez de votre frère, de votre grande sœur et autres. Non, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que il faut que les anciens présidents de la République du Bénin revoient le chef de l'État et voir dans la mesure du possible ce qui peut être fait. Moi, je suis un homme politique et je ne suis pas au-dessus de la loi. Je ne commande pas la justice béninoise et je ne crois pas aussi que le chef de l'État commande la justice béninoise parce que la justice béninoise, elle est indépendante. Donc, on ne peut pas, la justice béninoise ne peut pas. Qu'est-ce que nous... Mais si nous personnalisons même ce débat, ceux qui ont volé de Cabri qui sont aujourd'hui en prison. Il faut leur trouver aussi une loi d'amnistie, il faut vider les prisons. Parce que dans les prisons, il y a des innocents. Il y a des gens qui ont passé de l'argent juste parce que pour régler une situation et ne pas payer, ils sont allés en prison. Pourquoi on ne parle pas de ceux-là? Et que la politique n'est pas un échappatoire pour se cacher derrière des crimes. Non, ce n'est pas possible. Si nous continuons dans ce pays, sur ce lancer-là, nous allons perdre le développement que le Bénin est en train de connaître. Il faut que les hommes politiques s'assument. Il faut que les hommes politiques acceptent qu'à certains moments donné, quand ils vont gérer le bien public, parce que c'est ceux qui sont en exil, ça. Vous gérez le bien public et la justice de votre pays vous fait des reproches. Et vous fuyez au lieu de répondre à la justice béninoise, si vous êtes innocent ou pas, vous fuyez. Et c'est vous qui dites aujourd'hui que nous sommes des exilés politiques. De quoi on parle? Il y a des gens qui sont au Bénin, qui critiquent le chef de l'État chaque fois et qui ont géré des biens publics. Pourquoi ceux-là ne sont pas inquiétés? Et que c'est aujourd'hui, on trouve qu'il y a des exilés politiques. Aujourd'hui, on trouve que pour être un homme politique maintenant, bon, on peut faire des crimes, on peut faire des choses et la justice va dire, on va demander à la justice, bon, comme je suis un homme politique, il faut voter une loi d'amnistie. Pour voter cette loi d'amnistie, je fais une proposition même.
il faut voter la loi d'amnistie pour tous les prisonniers béninois. Ben, Il ne faut pas personnaliser. Ça veut dire qu'on vide les prisons. Voilà. Donc, ce n'est pas possible. La politique ne sera jamais un échappatoire pour des crimes politiques. Si quelqu'un, moi qui suis là, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si, dans ma posture aujourd'hui, je commets des erreurs et la justice me demande des comptes rendus, je dois rendre compte. Si la justice me reproche des choses, je dois payer pour ça. La justice doit me condamner. Je ne veux pas commencer par dire que non, c'est parce que je suis un homme politique, c'est parce que je suis si. Non, 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 c'est pas possible. Nous avons vu dans les pays que nous copions aujourd'hui, nous avons vu la France. L'ancien président Sarkozy a été, on a mis des bracelets électroniques. Mais c'est une prison. On a vu aussi Jacques Chirac ou bien on a vu des présidents français qui ont été interpellés. Donc si nous copions ces grandes démocraties, mais Donald Trump en étant même élu président des États-Unis, il a encore comparu pour les émeutes qu'il y a eu au Capitole. Donc, mais quand tout cela, les grandes démocraties que nous aspirons dans ce pays font ça, et que la justice béninoise a des reproches contre des politiques, on dit aujourd'hui qu'on va voter une loi d'amnistie, il faut voter la loi d'amnistie contre un voleur de moutons. Bon, on verra ce que cela va donner. On va toujours rester avec les démocrates pour parler de l'honorable Ouassagari qui a réagi par rapport aux chiffres que le ministre d'État, qui est le président de votre parti, Abdoulaye Biaye a sorti lors de l'émission Reddition des comptes. Je vous ai vu réagir par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous reprochez à l'honorable Ouassagari? Non, je suis un peu désolé par rapport à la déclaration de l'honorable Ouassagari. C'est vrai qu'il est jeune, je suis jeune, j'apprécie tout son combat, mais parfois il faut mener les combats avec dignité. Et parlons de chiffres, il est très loin du ministre d'État Biaye Thiané. Même s'il étudie encore pendant 50 ans, il ne peut même pas l'atteindre. Parce que le ministre Biaye Thiané, le ministre d'État chargé de l'action gouvernementale, le ministre d'État Biaye Thiané, c'est une référence. Hein. Il a été président du Fonds monétaire international Afrique. Il a été à la BOAD, il a été à la BCAO. Il a été ministre de Finances. Et actuellement, il est le ministre d'État chargé de la coordination gouvernementale. Donc, parlant de chiffres, même 50 ans après, lui Ouassagari ne peut pas venir à son niveau. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Au fait, à l'avènement de l'actuel gouvernement, vous voyez, le président Patrice Talon a initié un programme d'action du gouvernement 1 et 2. Nous sommes à la phase du programme d'action du gouvernement 2. Quand les actuels gouvernants sont venus, ils ont vu l'État a une continuité. Ils ont vu un chiffre du gouvernement défunt, le gouvernement de l'ancien président Yaya Boni, qui dit que le taux de désert en matière de l'eau est de 66,7%. Donc, c'est un gouvernement qui a quand même qui a travaillé, qui a déposé ces chiffres. Donc, quand le gouvernement du président Patrice Talon a fait le programme d'action du gouvernement 1, il a pris ces chiffres en compte. Mais dans l'application du programme d'action du gouvernement, dans le diagnostic, on a compris que c'est du faux. Ils ont fait du faux. Je vais vous donner un simple exemple. Ils disent que sur un village de 400 habitants, hein, dans un village de 400 habitants, qu'ils ont impacté tout le village en matière de l'eau potable. Mais dans le diagnostic, l'actuel gouvernement a vu que, en réalité, sur 400, c'est à peine 250 et 300 qui ont été impactés. Donc, ils ont gonflé les chiffres. Et le gouvernement du président Patrice Talon dit, si c'est ça, nous allons faire l'audit national du vrai chiffre. C'est ça qui est arrivé, en réalité, à 40%. Au moment où, je vous donne un simple exemple, je donne un simple exemple que j'ai vécu. Au moment où le gouvernement du défunt, du président Yaya Boni disait qu'ils sont à 66,7%,
Glasgow n'a pas de l'eau. Est-ce que c'est pas... Mais c'est quand le président Patrice Talon Peut-être est que venu c'est- maintenant que Glasgow a eu de l'eau. Oui, peut-être que c'est l'exception. Oh ben, quelle exception, partout, les collines. Tu vas dans les collines, tu n'as pas de l'eau, mais aujourd'hui, il y a de l'eau en plein temps dans les collines. C'est un exemple que tous les Béninois peuvent explorer. Ceux qui savent que les 10 ans que le président Yagboni a fait là, qui n'a jamais eu de l'eau à Glasgow, ni à Dassa, ni à Savé. Il faut se lever à 3 heures du matin pour voir quelques gouttes d'eau. Donc, c'est comme ça. Du coup, quand le diagnostic national a été fait, le taux de désert pour impacter la population béninoise en eau, c'était en réalité de 40%. Mais 2016-2017 jusqu'en 2025, 24, 25 actuellement, le gouvernement du président Patrice Talon est à 80%. Ah, il faut le dire. Nous, on est fiers de venir. Quand vous nous invitez, on est fiers de venir parce qu'on est fiers de venir défendre. Parce que vous savez, si le président Patrice Talon n'a rien fait, on ne peut pas venir sur les chaînes de télévision et défendre. Ah, il nous a donné d'arguments. C'est le GOAT béninois. C'est le GOAT béninois. Il a fait ce que personne ne peut faire en 10 ans. Il a fait. Il a fait. C'est vrai qu'on ne finira jamais de construire le Bénin. Mais le niveau à laquelle le président Patrice Talon a mis ce pays actuellement, même celui qui a fait 20 ans n'a pas pu faire ça. Mais écoutez, nous avons près de 3000 km de route en 9 ans. Contre 2000 en près de 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde voit. J'ai entendu des journalistes togolais qui disent que si le Bénin ne veut pas le président Patrice Talon, qu'il faut que le Bénin les passe le président Patrice Talon. C'est une fierté pour nous. Et c'est dans tous les pays. Nous voyageons beaucoup. Tu es dans des restaurants où les gens magnifient ton pays. Mais au même moment, les gens qui sont en quête d'électorat aujourd'hui diabolisent notre pays. Donc, c'est ce qui en est par rapport aux vrais chiffres. Et moi, ce qui m'a plus désolé par rapport à la dégradation de l'honorable Kamel Ouassangari, c'est quand il est député. Pour avoir les vrais chiffres, il faut qu'il consulte la loi de finances du Parlement. Moi, je ne suis pas député. Et pourquoi je sais ça? Ben, lui, il est député avant de se prononcer, avant de corriger le ministre d'État Biotchané. Il doit aller consulter la loi de finances. Le Parlement a des archives bien diagnostiquées, claires et nettes avec des preuves. Mais tu es député et tu ne consultes même pas la loi de finances du Parlement et tu viens corriger quelqu'un qui a fait toute sa vie les chiffres. Tu viens corriger quelqu'un qui est un architecte du développement. C'est pas pour rien qu'on a nommé, le président Patrice Talon a nommé le ministre d'État, le ministre du Développement. Et vous savez tout ce qu'il fait aux côtés du chef de l'État. Monsieur Avant, nous allons évoluer parce qu'il me semble que vous êtes en train de... Je suis prêt même à un débat contradictoire par rapport à ces chiffres avec Kamel Ouassangari. Bon, s'il nous entend, bon, je suis prêt pour un débat contradictoire. Le plateau lui a ouvert. Nous allons continuer et nous allons parler du séminaire gouvernemental qui a réuni les élus locaux. Séminaire au cours duquel le président Talon a fait une annonce en disant qu'il semble qu'il n'aurait plus la chance de pouvoir les entretenir comme ça, parce que en 2026, ça va passer là. Mais comment avez-vous accueilli cette annonce du président Talon? Je suis membre du bureau républicain et le président Patrice Talon est le patron de la mouvance présidentielle. Et chaque jour que Dieu fait, nous croyons en lui. C'est parce que nous croyons en lui que nous sommes restés jusque-là. Mais ce n'est pas des gens ont travaillé avec lui, ils sont partis. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'il disait qu'il allait partir. C'est pour ça que j'ai dit que nous croyons en lui, même s'il ne le dit pas, on croit en lui. Vous savez, le président Patrice Talon n'a plus rien à montrer aux Béninois. Il a tout montré. Il a tout donné. Il a tout donné. Il a donné presque sa vie pour ce pays. Il a pris des risques pour le développement. Et aujourd'hui, c'est visible. Donc, il n'a plus rien à montrer. C'est ceux qui sont en quête de l'électorat qui chantent partout que il veut revenir la Constitution, il veut revenir. Oui, parce que on nous a appris dans ce pays que à 2 ans, 3 ans,
du départ d'un président, le pays est bloqué. On pille le pays. On ne travaille plus. Mais le président Patrice Talon travaille tout comme si c'est qu'il est encore président pendant 20 ans. Et c'est ça qu'il faut inculquer aux Béninois. Même 11h59, la dernière minute, même à quelques secondes de son départ, s'il peut poser un acte pour le développement de ce pays, il doit le faire. Et c'est ça qu'il a essayé de dire aux maires du Bénin et à tous les SE, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis certains temps, le gouvernement a fait ce qu'on appelle une réforme sur la décentralisation pour dissocier le rôle du maire et rajouter le rôle du SE qui doivent quand même exécuter les projets dans les communes, dans les arrondissements et dans les quartiers. Donc, c'est normal qu'à mi-parcours, il faut évaluer cette réforme. Il faut voir si cette réforme nous a apporté un plus ou bien ça nous a encore amené un peu en arrière. Mais c'est vrai, ça a commencé avec des grincements de dents. Hein, quand vous remettez de biberon dans la bouche d'un bébé, c'est difficile de le lui retirer. Nous savons qu'avant, c'est les maires qui sont les ordonnateurs de budget, c'est eux qui exécutent le budget, c'est eux qui font tout. Mais maintenant, le maire est associé avec un SE et le SE a un rôle clé dans le développement d'une commune. Donc, c'est ce séminaire qui a été fait et vous savez, à tout moment, quand le président Patrice Talon prenait la parole, vous voyez l'engouement que ça a été. Vous avez vu, moi, les gens ne disent pas ça. J'ai compris que les maires du Bénin ne veulent pas qu'il parte. Ça, il faut dire la vérité. Quand il a annoncé ça, vous avez vu comment les gens ont payé. Mais il va partir, c'est une réalité. Nous, on croit en lui depuis. Il partira. Parce que le Bénin est un pays qui doit étonner le monde. C'est un pays où la démocratie est en marche. Le Bénin, c'est un pays, aujourd'hui, même si la démocratie était en marche, le président Patrice Talon a quand même montré à tous les Béninois que on peut ne pas avoir comment on appelle, on peut ne pas avoir des ressources minières et quand même développer son pays. Qu'on peut respecter le bien public du pays. Qu'aujourd'hui, un enfant de pauvre peut aller à un concours et réussir, et qu'un enfant de riche peut aller à un concours et échouer. Et tout ça, c'est ça que les maires ont applaudi avec les SE. J'ai même appris qu'il y a un maire opposant, Farouche. C'est ça, c'est FCB. Qui a... Parce que les démocrates n'en ont pas. Non. Les démocrates n'ont pas. Non, mais écoutez, il y a des maires aujourd'hui qui sont proches des démocrates. Mais ils ne peuvent pas se proclamer démocrates. En tout cas, leur parti... il y a un maire opposant qui aurait dit que lui, qu'il combat le chef de l'État. Mais honnêtement, non, ça là, il faut laisser la politique de côté, qu'il a été le meilleur président pour le Bénin. Donc, tout ça, nous, on a cru. C'est pour ça qu'on est là. On n'en doute pas. Ceux qui en doutent que le président Patrice Talon ne partira pas, mais tant mieux pour eux. Nous savons qu'il va partir parce qu'il va respecter la démocratie. Durant tout son mandat, durant les 9 ans qu'il a fait, si vous observez bien le président Patrice Talon, il a toujours respecté les textes de la République. Bon, okay. Il a toujours respecté le principe démocratique béninois. Il a toujours respecté ce qu'il doit faire. Donc, qu'il parte, ça c'est la Constitution qui le dit. Tant qu'on n'a pas modifié la Constitution pour qu'il brigue d'autres mandats et qu'il a même refusé de toucher, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. C'est-à-dire qu'il faut mourir et renaître pour faire un autre mandat. Alors que personne ne peut mourir et renaître pour faire un autre mandat. Ça veut dire qu'il va partir. Et c'est une fierté pour nous. Monsieur Armand, nous allons... L'émission tire vers sa fin, mais on ne saurait terminer sans parler de la santé du BR. Comment se porte le BR, votre parti? Vous observez avec nous. Bon, c'est à vous de nous le dire. Vous observez avec nous. Le BR, c'est le parti le plus constant du Bénin. Le BR, c'est le parti le plus structuré du Bénin. Le BR, c'est le parti d'avenir. Le BR, c'est le parti qui donne de garanties
sur tous les plans, sur le plan d'emploi, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'administration, sur tous les plans, sur le plan de la formation, c'est le BR. Le BR, c'est le parti, c'est le vrai parti issu de la réforme du système partisan. Je le dis avec fierté parce que aucun parti aujourd'hui ne peut quitter le BR et prendre son attribut. Le BR, c'est un parti noble, c'est le parti aujourd'hui. Vous voyez sur le territoire national, je vous dis, je suis coordonnateur d'Abomey. Je suis rentré hier d'Abomey et j'y vais encore le vendredi. Le BR, chaque membre du Bloc républicain est sur le terrain parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il nous faut 20% dans chaque situation électorale. Oui. Nous devons aller chercher ça. Nous sommes un parti politique qui aspire à conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc pour ça, il faut aller travailler. Le BR n'est pas un parti de TikTok. Le BR n'est pas un parti de WhatsApp. Vous n'avez jamais vu un leader BR qui est tout le temps sur le TikTok ou bien tout le temps sur WhatsApp? Non, mais monsieur, le BR, c'est un parti de terrain. Mais monsieur Ama, les démocrates vous diront qu'ils n'ont pas toujours la latitude d'être sur le terrain, alors que le système partisan le leur permet. Donc ils sont obligés d'être sur les réseaux. Comment ils n'ont pas la latitude? Qui interdit les manifestations des démocrates? Peut-être M. Kama Wassagari viendra peut-être et vous allez... Non, mais écoutez, la loi qui interdit aujourd'hui les manifestations des lieux publics, c'est pour nous tous. Moi, j'ai fait une manifestation il y a de cela 2 mois. J'ai dû faire ça dans une maison clôturée. Est-ce que les démocrates ont voulu faire une manifestation dans un lieu privé et ça a été interdit? Est-ce qu'ils ont fait la demande d'autorisation formelle? Moi, je suis mouvancier. Mais j'ai fait la... Ils n'ont pas les moyens de vous les mouvancer. Monsieur le journaliste, oui. Je dis, il faut qu'on laisse les passions dans la gestion politique. Mais ils n'ont pas les moyens de vous... Je vous dis, le Bloc républicain est un parti mouvancier. OK? Je suis le coordonnateur du Bloc républicain. Mais je vais faire une manifestation. J'ai rédigé 1 semaine avant la manifestation la demande d'autorisation au SE d'Abomey, de la mairie d'Abomey. J'ai payé. On m'a donné l'autorisation. Est-ce qu'ils le font? Oui, il y a certains qui l'ont brandi. Nous avons respecté la décision de l'État. Nous avons, malgré qu'on a eu l'autorisation, on peut aller prendre la maison des jeunes d'Abomey. Mais on ne peut pas aller. Mais en tant que mouvancier, si on porte atteinte à cette décision, on sera chassé comme un vil individu. Mais nous avions fait cette manifestation dans un lieu privé, clôturé. On a dû même sacler. Et on est BR. On est de la mouvance présidentielle. C'est ça la réalité. Okay, vous savez, les Béninois sont mûrs et le temps de la victimisation est révolu. C'est un mouvancier qui le dit. C'est le projet de société. C'est la devise de chaque parti. C'est la capacité à convaincre les électeurs, l'électorat béninois, qui va décider du sort de chaque parti en 2026. Que les gens cessent de faire ce qu'on appelle le saupoudrage politique. Que les gens cessent de faire ce qu'on appelle l'amalgame politique. Et que les gens cessent de faire de l'intoxication. Et qu'attend du BR pour 2026? 2026, le BR veut gagner le pouvoir et l'exercer. 2026, le BR travaille pour avoir la majorité au Parlement. 2026, le BR veut avoir la majorité des maires. 2026, le Bloc républicain travaille pour avoir la majorité des chefs d'arrondissement. 2026, mon parti, le Bloc républicain, travaille pour avoir la majorité des chefs quartiers. Et c'est ça notre devise. 2026, le Bloc républicain veut encore apporter, veut tisser la nouvelle corde à l'ancienne corde du président Patrick Talon. Et c'est ça notre devise. C'est ça que nous travaillons chaque jour. Pour ça. Voilà. Merci, M. Ama Fossogbe, pour ces éclairages. L'émission est à sa fin. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. J'espère que les différents développements faits par notre invité vous a mieux éclairé sur la situation au Niger, sur le PRD, sur le Bloc républicain et sur la vision de développement du président Patrice Talon. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.